Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les soirs sur l'N24, juste après le petit théâtre de Vrai Boss. Place à votre émission, Les Visiteurs du Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec au sommaire ce soir. Eh bien demain d'abord, un sommet européen archi crucial pour l'Ukraine. Au menu, une aide financière de 50 milliards d'euros et l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne. Mais les Européens vont-ils réussir à s'accorder ? Pas si sûr que ça, avec un Viktor Orban prêt à jouer les troubles-fêtes et un pays, l'Ukraine, qui tremble. Préface de ce sommet européen à haut risque d'ici quelques instants. On s'intéressera ensuite à cette COP28 avec une issue historique pour certains, un compromis plein de déceptions pour d'autres. Nous vous expliquerons tout en long et en large avec aussi une présence massive des lobbyistes. Ont-ils gagné ? Élément de réponse vers 21h15. Et puis notre fin d'émission sera consacrée ce soir à la littérature avec le prix Goncourt Didier Van Covolart qui vient nous présenter son dernier livre, L'insolence des miracles, rencontre aux alentours des 21h40. Voilà pour le programme. Nous sommes le mercredi 13 décembre. Bienvenue dans Les Visiteurs du Soir. Et on va donc démarrer cette émission sur l'actualité européenne, ce sommet européen qui se tiendra demain à Bruxelles avec des inquiétudes, on peut le dire, sur le soutien à apporter à l'Ukraine. Pour en parler avec nous ce soir, plusieurs invités. Tout d'abord, bonsoir Sophie Panchegel. Très heureux de vous avoir ici en plateau. On est plutôt habitué à vous avoir en liaison vidéo. Vous êtes ici en chair et en os, directrice des études et du développement à Europe Jacques Delors, spécialiste aussi de l'Union européenne. À vos côtés, bonsoir Frédéric Moreau. Bonsoir Jim. Un visage bien connu évidemment de LN24, avocat au barreau de Bruxelles, chercheur associé à l'IRIST et grand spécialiste de la défense européenne. Et puis le dernier, évidemment, c'est Boris Van Acker, un autre journaliste, Les Visiteurs du Soir. Bonsoir Boris, on vous retrouve dans quelques instants pour parler d'un homme dont tout le monde parle en ce moment. Vous me voyez venir, mais attendons encore un tout petit peu. Mais avant ça, avant d'entrer dans les détails, sommet sous haute tension qui s'ouvre donc demain à Bruxelles. Les 27 chefs d'État se retrouveront pendant 2 jours. Ils discuteront de l'aide allouée à l'Ukraine et du consensus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais un homme pourrait parasiter, on peut le dire, ce sommet européen. Et cet homme, eh bien, c'est lui, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Alexandre Gérard vous explique les grands enjeux de ce sommet et pourquoi ça pourrait coincer. C'est un sommet européen qui inquiète les Ukrainiens. Les 27 chefs d'État de l'Union devront se mettre d'accord sur 2 points principaux, l'adhésion de l'Ukraine et les aides qui lui seront allouées. Ursula von der Leyen a appelé tout le monde à faire parler l'Europe d'une seule voix. Nous devons donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour être forte aujourd'hui, pour qu'elle puisse être plus forte demain à la table des négociations et négocier une paix juste et durable. La révision du budget communautaire sera discutée. Elle prévoit une aide de 50 milliards d'euros pour Kiev d'ici 2027. L'Allemagne, embourbée dans des problèmes budgétaires internes, a affirmé son soutien à l'Ukraine. Il s'agit désormais d'une guerre qui, contrairement à ce qui était peut-être prédit au début, va s'éterniser. Et c'est pourquoi il est important de formuler une perspective à long terme selon laquelle nous sommes prêts à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que cela sera nécessaire et dans la mesure où cela sera nécessaire. Mais comme d'habitude, l'ombre de la Hongrie planera tout au long du sommet. Ces derniers jours, Viktor Orban a multiplié les déclarations anti-ukrainiennes et ses liens avec la Russie ne rassurent pas les partenaires européens. Vous avez une stratégie de guerre, nous avons une stratégie de paix et les gens voudraient tout faire pour avoir la paix. C'est pourquoi nous maintenons ouvertes toutes les lignes de communication avec les Russes. Tant le contenu d'adhésion que la révision du budget demandent une unanimité de la part des 27. La voix de la Hongrie est donc primordiale. Le sommet européen qui commence demain s'annonce donc explosif. Sommet qui s'annonce donc explosif. Je propose qu'on garde le cas Viktor Orban pour dans quelques minutes. On verra avec des images que nous avons trouvées justement Boris Van Acker. Mais avant ça, Sophie Panchlegel, est-ce qu'on peut dire que l'avenir de l'Ukraine, et je pèse mes mots, se joue demain à ce sommet européen ? Je crois que je n'irai pas aussi loin, Jim. Je pense que ce n'est pas l'avenir complet qui se joue, heureusement. Mais c'est vrai que c'est une décision qui va être difficile à prendre. Et j'ai bien peur, en fait, que Viktor Orban n'enlève pas son veto et qu'on ne trouve pas de décision. Donc, qu'il n'y ait pas le début de l'accession, enfin, des négociations d'accession de l'Ukraine à l'Union européenne et qui débloque les fonds pour la Hongrie de 10 milliards, mais que ça ne suffise pas. Et que, de nouveau, les autres décideurs européens se plient au chantage hongrois et qu'ils n'ont pas de stratégie à long terme pour décider comment gérer un
un Viktor Orban qui devient de plus en plus compliqué. Oui, parce qu'on va rappeler que les décisions se prennent à l'unanimité, donc on a Viktor Orban qui peut peser de tout son poids sur cette décision-là, et puis on rappelle qu'une partie de l'argent européen qui était à destination des Hongrois a été bloquée pour ce qu'on appelle le régime de conditionnalité, tout simplement. Le régime Orban doit se mettre à jour sur nos valeurs, notamment sur l'état de droit, même si des progrès ont été faits, mais on le verra un petit peu plus tard avec Boris. Frédéric Moreau, je vois déjà Sophie Panchayol qui fait des progrès, on pourra en reparler. Pourquoi est-ce qu'on a plus de mal qu'avant ? Parce qu'on entend ces voix, notamment Viktor Orban depuis le début, qui parasitent un petit peu ces sommets, ces grandes discussions. Pourquoi est-ce que ça paraît plus dur aujourd'hui ? Ça paraît plus dur aujourd'hui, tout simplement parce qu'on est arrivé à un moment que les Grecs anciens auraient appelé le kairos, c'est-à-dire le moment de vérité. C'est le moment décisif, c'est un carrefour. On prend à gauche ou on prend à droite. Est-ce qu'on se rend compte des conséquences si on prend à droite et qu'il fallait prendre à gauche ou vice-versa ? Est-ce qu'on se rend compte ? Je pense que tout le monde en est bien conscient. Peut-être que Viktor Orban n'en est pas conscient. Parce que je pense s'il maintient son veto, ce qui est tout à fait probable, je pense qu'il va le payer très cher. On parle de plus en plus dans les couloirs de l'Union européenne de déclencher l'arme atomique de l'article 7 et de sortir tout simplement la Hongrie de l'Union européenne. Même si c'est très très compliqué d'y arriver, il y a une série de critères qui paraissent totalement... Mais on ne peut pas laisser les institutions de l'Union dans les mains de maîtres chanteurs. C'est bien la preuve, si vous voulez, que les traités de l'Union ne sont plus adaptés au temps moderne. Ils donnent un effet de levier extraordinaire à ce qu'il faut bien appeler des chevaux de Troie, qui sont payés ou stipendiés ou en harmonie intellectuelle, comme vous voulez, avec des ennemis de l'Union. Et il est plus si seul que ça aujourd'hui, Viktor Orban, pour en parler. Les Robert Fico, je vois de nouveau Sophie Panchayol qui nuance, et tant mieux. Mais avant d'y venir justement, est-ce que vous pensez, Sophie Panchayol, que l'Europe peut encore parler d'une voix, ou est-ce qu'on est destiné à voir finalement à tous les futurs sommets européens qu'on va justement couvrir, de voir ces dissensions, un Viktor Orban qui va appliquer ou non son veto, d'autres pays qui vont le suivre ou non. Est-ce que l'Europe peut encore parler d'une seule voix dans le dossier ukrainien ? On voit que c'est très très difficile et ça l'a été depuis un certain temps, donc c'est rien de nouveau en tant que tel. Plus on est de pays et 27 États membres, c'est déjà beaucoup, plus ça va être difficile bien entendu, surtout avec des processus de décision qui demandent l'unanimité et on le voit bien. Le problème c'est que pour l'instant on a toujours trouvé l'art du compromis au Conseil et que finalement ça ne sert plus maintenant ce compromis puisqu'on ne peut pas faire des compromis avec des autocrates tels qu'ils sont comme avec Orban. Et d'ailleurs je ne suis pas du tout d'accord de dire que l'article 7 c'est une arme nucléaire parce que c'est tout simplement un article dans les traités européens qui permet de suspendre les droits de veto ou les droits de vote de la Hongrie. Donc ça ne veut pas dire que la Hongrie sortirait de l'Union européenne, c'est une démarche avant. Et je pense que là, avec quand même les élections en Pologne qui ont été très positives pour l'Union européenne, on pourrait éventuellement remettre en place cet article 7 qui d'ailleurs existe déjà depuis 2007-2018. Boris Vanacker, là-dessus, Boris. Oui, comment se fait-il que vous expliquiez que Viktor Orban soit toujours isolé, même s'il y a il y a un vent comme ça d'extrême droite qui s'installe malgré tout en Europe, aux Pays-Bas on en a parlé, mais aussi en Slovaquie. Voilà, il y a une droitisation des choses qui laisserait penser que Viktor Orban n'est plus vraiment seul, finalement, à l'Europe. Je pense qu'il est quand même assez seul au Conseil européen, puisqu'on voit quand même que stratégiquement, ça n'a pas été très intelligent de sa part d'avoir une politique étrangère si pro-russe. Et je pense que ça lui a quand même valu, ça l'a désavantagé et il est quand même assez seul. C'est sûr qu'avec Fico, il faut voir comment on se positionne, mais par exemple, Mélanie, qui est quand même d'extrême droite, est assez clairement transatlantique et pro-ukrainienne. Donc je pense qu'on voit quand même qu'il y a une petite différence là, et tant mieux si Viktor Orban reste assez isolé au Conseil européen. La question justement, c'est quand même si les autres décideurs européens vont laisser faire ce chantage ou pas. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc j'espère qu'en fait, ils vont avoir une ligne quand même un peu plus dure envers Viktor Orban. Frédéric Moreau, avant de reparler de Viktor Orban, peut-être prenons le point de vue ukrainien aussi. Qu'est-ce qu'ils doivent se dire, les Ukrainiens, en voyant d'abord les difficultés au Congrès américain ? On rappelle que les Américains aussi éprouvent encore des plus sérieuses complications que nous pour s'accorder là-dessus. Demain, ça sera le sommet européen. Ils ont une série de tests qui vont devoir passer, les Ukrainiens, et c'est plutôt mal parti. Qu'est-ce qu'ils doivent se dire ? Comment est-ce qu'ils pourraient même appréhender la suite de cette séquence-là, Frédéric ? Écoutez, je pense que il faut avoir une compréhension juste de la situation. Actuellement, il y a toute une série de menaces très sombres. Il y a la résilience de l'économie russe aux sanctions, il y a les blocages au Congrès américain, il y a les divisions internes entre les politiques et les militaires en Ukraine même. Il y a la guerre de Gaza qui détourne l'attention du monde entier de la guerre en Ukraine. La contre-offensive. Il y a l'échec de la contre-offensive. Bon, on est dans un ensemble de choses, une mauvaise passe pour parler clair.
les tenants de la realpolitik nous disent « mais de toute façon, c'est très simple, la Russie a la masse, les Ukrainiens ont le courage, mais l'affaire est pliée d'avance. » C'est fini, on se met à table. Mettez-vous à table. S'il vous plaît, chers amis ukrainiens, mettez-vous à négocier. Si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour nous, parce que nous en avons assez. Nous qui souffrons de vous aider. Nous sommes lassés de vous voir votre conflit à la télévision. On aimerait bien passer à une autre série, etc. Bon, je pense que c'est quand même allé très vite en besogne polémologique. Je pense que tous les tenants de la realpolitik ont manqué quelques cours d'histoire. Sans revenir à la victoire des cités grecques contre l'empire de Xerxès, Israël aujourd'hui est un exemple vivant du fait que le petit peut gagner contre le grand, que David peut gagner contre Goliath. Il y a plusieurs façons pour David de gagner contre Goliath. Passons rapidement sur le fait qu'on peut gagner contre Goliath quand on a un protecteur plus fort que l'agresseur. Les Ukrainiens ont des amis, mais ils n'ont pas de protecteur. Ils n'ont pas de protecteur. Il n'y a aucun pays, ni les États-Unis, ni les Européens, qui, pour l'instant, est prêt à envoyer ses soldats sur le front russe. Bon, passons sur cette cause. La deuxième chose, c'est l'intelligence. C'est l'action spéciale, dont l'archétype est, excusez-moi de revenir à la Grèce antique, le cheval de Troie. C'est-à-dire une action à fort effet de levier qui a pour ambition de changer le cours de la guerre. Cheval de Troie. Bon, jusqu'à présent, les forces spéciales ukrainiennes ont eu une audace folle, ont eu des succès incontestables, mais elles n'ont pas eu d'action qui permettent de changer le cours de la guerre. Un tournant presque. Ça serait le cas si, par exemple, elles arrivaient à détruire tout ou partie des terminaux pétroliers ou gaziers russes, ou, hypothèse d'école, à supprimer, éliminer Vladimir Poutine. Il reste une troisième possibilité qui marche à tous les coups, pour permettre aux petits de dissuader le fort de Je sais, vous allez arriver, Frédéric. C'est la dissuasion nucléaire. Je serais surpris que nos amis ukrainiens n'y aient pas pensé. Si l'Occident s'avère incapable de fournir des armes, de fournir des technologies aux Ukrainiens qui leur permettraient de contrebattre la masse russe, alors il y a une solution pour les Ukrainiens, c'est l'arme nucléaire, qu'ils n'auraient jamais dû abandonner. Oui, même en Budapest, en 94. En plus, c'est ça qui est complètement fou, contre l'intégrité, le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils ont les savants, ils ont la matière, ils ont les vecteurs. Qu'ils le fassent. Là, vous allez déjà trop vite, Fred. On est déjà trop loin. Restons d'abord avant le refus. C'est aussi une leçon pour nous occidentaux que si nous n'armons pas l'Ukraine va s'armer toute seule. Oui, et puis, qu'est-ce qui se passera après, Sophie Panchayol? Parce que Biden l'a dit, Poutine l'a dit lui-même aussi, enfin pas Poutine, pardon, Biden l'a dit, après l'Ukraine, il y aura autre chose. Il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, Poutine. Est-ce qu'on en est conscient chez nos dirigeants européens, selon vous? Je pense que c'est une très bonne question de poser cette question, justement, parce que je pense qu'on n'a pas eu assez une stratégie à long terme. C'est vraiment sur du court terme. En fait, on a été habitué à une gestion de crise. On réagit, en fait. On réagit tout le temps. Et on n'a pas vraiment de stratégie à long terme. Et c'est très clair qu'on a les élections européennes qui vont arriver, on a les élections américaines qui vont arriver, avec potentiellement un changement de positionnement des États-Unis sur l'Ukraine. Et à partir de là, on va vraiment avoir un problème, puisque si dans ce cas-là, potentiellement, l'Union européenne va être obligée de payer pour l'Ukraine toute seule. Et ça veut dire que dans la situation budgétaire dans laquelle on est, avec la crise économique qu'on a, avec les problèmes qui ont été mentionnés avant de l'Allemagne aussi, avec son budget, ça risque d'être très, très, très compliqué. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Non, pas sorti de l'auberge, avec des crises qui se succèdent. Je vais revenir dans quelques instants à Frédéric Moreau, mais ça va vous intéresser la suite, parce que Boris est avec nous. Boris, on va évidemment parler, parce que depuis 2 mois, la guerre au Proche-Orient a quelque peu éclipsé, on peut dire, la situation en Ukraine. Zelensky, de son côté, lui, continue à parcourir la planète entière en quête de soutien, en quête de fonds, en quête d'armes. Et avant-hier, regardez bien, il était à l'investiture de Javier Milei, c'était en Argentine, et il n'était pas avec n'importe qui, le président ukrainien, Boris. Oui, c'est sûr, effectivement, Zelensky, il ne recule devant rien, toujours à la recherche finalement de nouveaux alliés. Regardez ces images, même avec le très surprenant Javier Milei, il vient chercher tous les soutiens possibles, car le grand drame actuel, c'est qu'on ne parle plus de lui, on ne parle plus de l'Ukraine, donc il fait ce qu'il sait faire, il voyage, il serre des mains. Et puis un autre personnage était bel et bien là, au même endroit, lors de cette investiture, on en a parlé, c'est évidemment Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est aussi assez connu pour avoir des relations diplomatiques avec beaucoup de monde, et il faisait partie de tous ces dirigeants venus tout simplement adouber Javier Milei en Argentine. Et puis c'est là que ça devient plutôt intéressant, puisque une fois arrivé au Sénat, au Parlement argentin, une scène assez rare s'est produite. Volodymyr Zelensky a été chercher directement dans la foule Viktor Orban pour le convaincre, certainement lui donner tous les arguments
possible, parce que Viktor Orban détient vraiment la clé du sommet européen de demain pour lancer la procédure d'adhésion. On en a parlé, mais aussi pour débloquer ces 50 milliards d'euros. Oui, pourtant, on peut le dire, Boris, les désaccords entre Zelensky et Orban sont bien réels. Oui, les deux hommes n'ont pas vraiment beaucoup de choses en commun, au-delà de la proximité revendiquée avec Vladimir Poutine. Le président russe, Viktor Orban, a toujours été opposé à l'idée que l'Ukraine intègre finalement l'Europe, opposé aussi d'envoyer de l'argent, aussi des armes à l'Ukraine. Mais plus encore, c'est surtout l'opinion publique hongroise qui n'est pas favorable au soutien européen vis-à-vis de l'Ukraine. Beaucoup d'observateurs, pour l'instant, y voient un énième chantage du Premier ministre hongrois qui est prêt à tout pour débloquer l'entièreté des 28 milliards d'euros gelés par l'Europe. Bref, demain, Viktor Orban fera l'objet de toutes les attentions au sommet européen. Merci Boris, Sophie Panschlegel. On a le mot chantage qui a été prononcé. La presse parlait de marchandage. Ces chantages qui correspondent mieux finalement à ce qu'on voit. Oui, et puis c'est pas la première fois que ça arrive. D'ailleurs, ça fait depuis toute cette année, depuis le début en fait de la guerre en Ukraine, c'était en 2022 que c'est le cas. Et la Hongrie est un problème depuis 2011. C'est depuis 2010 qu'il y a Orban. Il a changé ensuite les traités, enfin sa constitution en Hongrie. Et depuis, c'est vraiment devenu une autocratie. Et je pense que déjà, rien que le fait qu'à Bruxelles, on ait du mal à prononcer ce mot et à accepter en fait qu'au sein des 27 États membres, on est vraiment un pays qui ne soit plus démocratique, c'est extrêmement problématique puisqu'on voit que chaque pays qui devient autocrate finalement une politique étrangère extrêmement agressive qui n'est plus basée sur les mêmes valeurs. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait eu des progrès qui ont été réalisés par le gouvernement d'Orban. Vous m'avez regardé comme si j'avais dit quelque chose de très naïf. J'imagine que c'est le cas parce qu'évidemment, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. Oui. Vous me dites qu'en fait, c'est de la poudre aux yeux. J'ai des collègues qui disent toujours que c'est assez drôle de penser que la personne qui est responsable pour l'érosion démocratique va faire marche arrière et régler le problème. Le problème réel, c'est qu'on n'a plus d'élections libres et justes en Hongrie. Et donc ça veut dire qu'en Pologne, on a encore réussi à changer de coche et avoir une opposition qui était encore assez forte pour pouvoir changer. Mais en Hongrie, c'est plus le cas. Donc du coup, c'est un peu la question de quelle stratégie à long terme vont avoir les décideurs européens qui sont encore démocrates. Et est-ce qu'ils peuvent aussi trouver un autre moyen de prendre des décisions au niveau européen sans devoir faire du chantage, sans devoir céder au chantage de Viktor Orban. Et je pense que c'est possible s'ils décident de, par exemple, sortir des traités ou bien de faire un peu du marchandage. Et puis, bien entendu, c'est pas la décision la plus facile à prendre, mais je pense qu'elle est absolument nécessaire parce qu'il faut absolument trouver une solution et il faut absolument soutenir l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Frédéric Moreau, Viktor Orban, il est sur la même ligne depuis presque le début. On arrive peut-être à le faire vaciller d'un côté ou de l'autre en fonction de nos objectifs sur le moment même. Mais il est finalement dans une dynamique qu'on peut observer depuis le tout début. Oui, enfin, observons quand même. Oui, il n'a pas changé. Dans la rhétorique, il n'a pas changé. Mais observons qu'il a voté toutes les sanctions. Et sous la contrainte, non Certes. On en parlait. Certes. Mais il l'a fait, vous avez raison. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas tellement d'idéologie derrière tout ça. Il y a juste un maître chanteur qui a réalisé tous les faits de levier qu'il pouvait exercer sur l'Union en tirant profit de la règle de l'unanimité. Et aujourd'hui, c'est Orban, demain, ça pourrait être Fico, ça pourrait être n'importe qui. Moi, ce que j'aimerais quand même bien, c'est que l'Union européenne se rende compte de son pouvoir, parce que finalement, la Hongrie est un pays qui est extrêmement corrompu depuis que Viktor Orban est au pouvoir. Il est complètement dépendant des fonds européens, et l'Union européenne a l'argent dont il a besoin. Donc ça veut dire qu'à la base, il y a quand même une différence de pouvoir qui est assez énorme. On a le pouvoir, c'est ce que vous dites. On a le pouvoir, et l'Union européenne ne l'utilise pas comme elle devrait, parce qu'elle a justement cet art du compromis qui est tout à fait naturel. On connaît très bien en Belgique, je vous rassure. Qui a grandi historiquement, mais ça devient un problème et il faut vraiment changer de registre et de manière de gérer ce Viktor Orban. N'oublions pas que nous sommes 27 aujourd'hui. On sera peut-être plus, peut-être 35 dans quelques années, 33. Peut-être un mot là-dessus, Sophie Panschlegel. On parle aussi de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. On a eu la chance d'avoir des très grands experts, notamment Jim Close, qui est très connu dans le monde européen, qui nous a dit « Écoutez, vous perdez la tête. Ceux qui disent que ça va prendre des mois, quelques années, il dit « Vous ne vous rendez pas compte du système qu'il faut faire, de la procédure qui doit être mise en place ». Qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos amis ukrainiens qui se disent « Ah ben tiens, peut-être que demain on va parler de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ». C'est pas pour tout de suite, ça. Je suis d'accord avec Jim Close, je pense qu'il connaît très bien aussi le Conseil européen. C'est vrai que l'Ukraine, tant
tant l'Union européenne doit supporter l'Ukraine dans son combat contre la Russie, tant je ne suis pas sûre que l'Ukraine soit vraiment prête en fait à être un membre pour les critères de corruption, d'économie, d'indépendance des juges, l'état de droit. Et le fait aussi que c'est un pays en guerre, tout simplement. Oui. Et je pense qu'il y a 2 dimensions qui sont importantes. L'une est géopolitique. C'est très important, en fait, de montrer que l'Ukraine fait partie du berceau européen. Un autre est quand même institutionnel. Et c'est sûr que les traités tels qu'ils sont maintenant, avec le traité de Lisbonne, c'est pas suffisant, en fait, pour avoir un élargissement. Frédéric Moreau, pour terminer sur cette question-là de l'adhésion et de l'élargissement de l'Union européenne. Ah oui, non, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne représente un défi énorme. On ne fait pas rentrer un pays de 40 millions d'habitants avec une agriculture très très forte. C'est une des inquiétudes du peuple hongrois d'ailleurs. Hein, pas que, des Polonais, des Slovaques et les Pays-Bas aussi d'ailleurs. Ça peut être aussi celle des pays de l'Ouest. Ça va prendre du temps, etc. Néanmoins, il faut donner une perspective à nos amis ukrainiens. On ne peut pas laisser comme ça. Ils ont payé le prix du sang. C'est pas avec nos drapeaux, hein. C'est pas la Turquie, quoi. Hein. Donc ils ont payé le prix du sang. Ils ont une véritable volonté d'adhésion à l'Union européenne. Ce que cela montre actuellement, c'est l'inadéquation totale de la mécanique institutionnelle issue des traités européens, qui est arrivé au bout du bout. Qui n'est plus en adéquation avec la réalité de notre monde aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus antidémocratique que de voir un pays comme la Hongrie corrompu aux mains d'un autocrate exercer à longueur d'année un chantage sur 400 millions d'habitants, quoi. Enfin, d'Européens, c'est insupportable. Bon, on restera attentif évidemment à ce sommet qui s'ouvre donc demain à Bruxelles, à suivre tout au long de ce sommet sur LN24. Merci beaucoup Sophie Ponch-Legel. Merci Frédéric Moreau. À mon avis, on va se recroiser dans quelques jours peut-être. Restez près de votre téléphone. Merci à vous Boris pour ce dossier aussi, notamment sur Viktor Orban. À suivre dans cette émission, on va parler d'un autre grand rassemblement, la COP28, avec d'un côté ceux qui disent que nous sommes parvenus à un accord historique et puis de l'autre ceux qui parlent plutôt de compromis décevants. On voit ça ensemble juste après ceci. Restez bien avec nous dans les Visiteurs du Soir.